vais commencer cette vidéo par une révélation. Vous avez tous une adresse email. Et de toute façon, ceux qui n'en ont pas, ils pourront pas dire que j'ai tort dans les commentaires. En fait, c'est tellement devenu indispensable d'avoir une adresse email pour se créer des comptes sur des sites web qu'aujourd'hui on l'utilise tous les jours sans même faire attention. Alors que pourtant, une adresse email c'est quelque chose qui techniquement est assez complexe, regardez. Ça là, c'est l'équivalent de toutes les RFC que j'ai trouvées sur les mails. Ouais, ça fait un paquet. Si on prend la première, c'est un document qui définit le format utilisé pour envoyer les mails. On parle pas des protocoles utilisés par les ordinateurs pour les envoyer. Là, on parle simplement du formatage du mail. C'est l'équivalent pour le courrier de dire qu'on doit écrire l'adresse à tel endroit sur l'enveloppe et qu'on doit bien penser à mettre le timbre en haut à droite. Et bah ce document, il fait plus de 50 pages. Et il y en a 5 autres qui parlent de ça. Heureusement qu'on n'a pas besoin de les lire pour envoyer des mails parce que personne le ferait. Personne sauf notre protagoniste du jour qui va le faire pour une raison très simple. Il pense avoir trouvé un bug qui impliquerait des problèmes de sécurité dans plein de sites web, dont GitHub, GitLab, Zendesk et plein d'autres encore. Ce gars, c'est Gareth Hayes, et il est chercheur en cybersécurité chez Portswigger. Oui, les mêmes Portswigger qui éditent l'application Burpsuite, qui est tout simplement l'un des logiciels les plus utilisés par les hackers web au monde. Quand t'es chercheur chez Portswigger, en général, t'as un sacré level. Gareth, il est amené à tester des solutions qui sont utilisées par énormément de services. Et un jour, justement, il décide de tester une application qui s'appelle SendMail, qui permet tout simplement d'envoyer des mails. Il y a énormément de sites qui peuvent passer par ce type de solution pour envoyer leurs mails. Et plus précisément, il décide de tester la façon dont SendMail va parser les adresses email. Parser une adresse mail pour un logiciel comme SendMail, c'est obligatoire. Pour faire simple, c'est ce qui permet de connaître la partie locale de l'adresse email, celle qui est à gauche du arrobase, et de le distinguer du nom de domaine qui lui est à droite du arrobase. Et Gareth, ça fait un moment qu'il est en train de chercher des bugs dans cette fonctionnalité-là et qu'il trouve rien. Il nous confie même qu'il est en train d'hésiter à abandonner. Mais dans un dernier élan de frustration, il décide de prendre tous les caractères qui sont autorisés par l'application et de les mettre dans une adresse email pour voir comment le logiciel va réagir. Lui, il pense que ça va fonctionner parce qu'en fait, il utilise que des caractères qui sont autorisés par l'application et qu'il n'y a rien de particulièrement choquant dans les caractères utilisés, en tout cas rien de choquant pour un chercheur en cybersécurité. Mais à sa grande surprise, il découvre dans les logs de l'application qu'en fait, le mail ne s'est pas envoyé pour une raison très simple, le nom de domaine n'existe pas. Et ça, c'est très bizarre parce qu'il a mis ces caractères que dans la partie locale. En quoi est-ce que ça affecterait le nom de domaine? Pour rappel, le nom de domaine se situe à droite du arrobase. Lui, il a modifié que la partie locale qui est à gauche. Donc il aurait dû recevoir une erreur du type, par exemple, l'adresse email n'existe pas, mais pas le nom de domaine n'existe pas. Quand il voit qu'il est dans cette situation-là, il décide de supprimer un à un les caractères qu'il a utilisés jusqu'à ce qu'il n'y ait plus l'erreur. Et comme ça, il trouvera le caractère qui déclenche cette erreur-là. Et c'est juste après avoir supprimé le point d'exclamation que l'erreur n'apparaît plus. Gareth, c'est un chercheur en cybersécurité, donc il essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un problème sur le caractère point d'exclamation. Et il trouve que justement, ce caractère il est utilisé par un autre protocole qui est assez vieux, qui s'appelle l'UUCP. C'est un protocole qui permettait d'envoyer des informations entre systèmes Unix. Et les adresses qu'on utilise pour communiquer avec ce protocole-là, elles sont un peu semblables à des adresses email, sauf que à la place du arrobase, on utilise un point d'exclamation. Oh, et la partie locale et nom de domaine est inversée. Voilà, comme ça. En sachant ça, Gareth, il essaye de voir s'il peut pas exploiter ce bug pour en faire un bug de sécurité, et donc il entre une adresse mail qui ressemble à celle-là. Et à sa grande surprise, quand il envoie le mail n'est pas envoyé à example.com, mais à hostify.com. À ce moment-là, il y a un énorme shot de dopamine dans le cerveau de Gareth. Il vient de trouver un gros bug de sécurité alors que je rappelle, il s'apprêtait à abandonner ses recherches. Mais cette découverte lui donne l'élan de motivation qu'il lui fallait et il décide de chercher des bugs similaires dans d'autres applications. Et il trouve par exemple que Postfix, qui est un logiciel qui est un peu similaire à SendMail, est vulnérable à un autre type d'injection puisque en entrant cette adresse email, il reçoit le mail sur psres.net. C'est pas exactement le même bug qu'avec SendMail, mais le résultat est le même, le parseur d'adresse email est buggé. Ok, je vous ai dit qu'il avait trouvé des bugs, mais je vous ai pas expliqué pourquoi est-ce que ces bugs ils sont critiques et pourquoi est-ce qu'ils représentent un vrai enjeu de sécurité. En fait, sur internet, il y a des sites qui sont utilisés par des entreprises. Et une protection que les entreprises elles aiment bien avoir, c'est un contrôle d'accès par nom de domaine. C'est-à-dire que pour pouvoir accéder au contenu de l'entreprise, aux instances de l'entreprise sur ces sites web, eh bien il faut une adresse mail de l'entreprise. Une adresse mail avec un nom de domaine de l'entreprise.
Par exemple, si mon entreprise utilise Zendesk, un logiciel qui est souvent utilisé pour faire du support technique, eh bien je peux protéger mon instance en demandant à avoir un compte valide avec une adresse mail ayant mon nom de domaine, c'est-à-dire que si je travaille chez Microsoft, ce serait une adresse mail en @microsoft.com. Sauf que dans les tests de Gareth qu'on a vu précédemment, l'adresse email elle se finissait en @example.com. Sauf qu'elle a été envoyée à un autre nom de domaine. Donc on pourrait très bien changer le @example.com par un @microsoft.com et recevoir le mail de confirmation pour une adresse mail microsoft.com sur un autre nom de domaine qui nous appartient. Et donc on aurait un compte valide microsoft.com, on pourrait voir leur ticket et ce serait extrêmement grave. Et c'est exactement à ce genre de problème que pensait Gareth lorsqu'il a commencé ses recherches, et c'est pour ça qu'il est complètement surexcité en voyant qu'il a enfin des pistes. Mais il y a quand même un problème. Les deux techniques qu'il a trouvées, elles fonctionnent sur des mailers qu'il installe sur son propre PC. Sauf que dans le cas de Zendesk par exemple, le mailer il est sur les serveurs de Zendesk. Et avant que la super injection qu'il a trouvée arrive sur les mailers, il faut qu'il passe une première étape, les contrôles du site web. Et ouais, parce que si les mailers autorisent beaucoup de caractères dans leurs adresses email, c'est pas forcément le cas des sites web qui sont devant ces mailers-là. En général, quand vous rentrez une adresse email, il y a plein de caractères qui vous sont interdits. Et pour passer ce contrôle-là, Gareth il a une première idée, qui est celle du Unicode Overflow. En fait, sur certains sites web très mal faits, les caractères sont assainis en s'assurant qu'ils ne s'étendent pas au-delà de l'ASCII. Si vous voyez pas ce que c'est que Unicode ou l'ASCII, j'en avais parlé dans une autre vidéo sur Unicode, n'hésitez pas à aller la voir. Et en fait, des fois ce qui est fait pour assainir les caractères, c'est que on va faire un modulo 128 sur le code des caractères. C'est-à-dire que tout ce qui dépasse 128 va revenir à 0. Donc le code des caractères ferait 126, 127, 0, 1, 2, 3, 4, 5, alors que nous on a rentré un code à 128, 129, etc. Concrètement, ça signifie que si on rentre ce caractère-là un petit peu bizarre, il va se transformer en arrobase. Et ça peut être intéressant parce que ça peut permettre de mettre plusieurs arrobases dans une même adresse email, et ça peut permettre de trouver des bugs du même style que ceux que je vous ai présentés précédemment. Mais franchement, on va pas se mentir, faire cette conversion de caractère là, modulo 128, c'est extrêmement bizarre, et c'est vraiment de la bidouille. Je pense qu'il y a très peu de sites web qui doivent fonctionner comme ça. Du coup, il abandonne cette idée-là, et c'est à ce moment précis qu'il se motive pour aller lire les RFC des adresses email, histoire de voir s'il peut pas trouver un petit quelque chose à se mettre sous la dent qui peut lui permettre de trouver des bugs similaires. Les RFC, ce sont des documents comme celui que je vous ai présenté en début de vidéo. En tout, il y en a une petite quinzaine pour les adresses email, et lui, il s'est décidé à les lire. Ouais, ces documentations, elles sont absolument horribles à lire, il y en a plein, et lui, il va les éplucher à la recherche d'un élément qui lui permettrait d'aller plus loin dans ses recherches. Et cet élément, il va le trouver, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est beaucoup trop fort. Dans la section 2 de la RFC 2047, il est mentionné la notion de encoded words, des mots encodés. En fait, on écrit toujours nos adresses email de façon normale comme ça, mais d'après la RFC 2047, il est aussi possible d'encoder son adresse email. Qu'on soit clair, hein, personne ne fait ça. Et je pense qu'il y a très peu de gens sur Terre qui étaient au courant qu'on avait le droit de faire ça sur une adresse mail. Mais si on avait lu la doc, on aurait su qu'on avait le droit de faire ce truc. Et Gareth Hayes, il a lu la doc pour nous, et pour ça, grand merci à lui. Et en gros, ça fonctionne comme ça. Au début du mot qu'on souhaite encoder, on met un égal point d'interrogation, suivi du charset, c'est-à-dire des caractères qu'on a le droit d'utiliser pour écrire notre mot encodé. Par exemple, on peut mettre UTF-8. Encore une fois, si vous avez vu ma vidéo sur Unicode, UTF-8, vous savez ce que c'est. Après avoir mis ça, on ajoute un point d'interrogation qui va servir de séparateur avec la suite, et la suite, justement, c'est le type d'encodage qu'on veut. Par exemple, si on veut du base64, on va mettre un B. On remet un point d'interrogation en guise de séparateur, et puis c'est parti, on écrit notre mot en base64. Et on termine par un point d'interrogation égal qui vient indiquer c'est bon, on a fini d'écrire notre mot encodé. On peut alors terminer notre adresse email, et ces deux adresses email là, d'après la RFC 2047, sont équivalentes. Et ce qu'il découvre, c'est que sur certains sites web, ça fonctionne en fait. En mettant cette adresse email, il reçoit bien son mail à l'adresse email décodée depuis base64. Et ce comportement, il est intéressant parce qu'il permet d'envoyer des caractères qui sont normalement interdits par les adresses email, mais grâce à l'encodage en base64, on peut les envoyer quand même. Et Gareth va donc avoir l'idée de faire de l'injection de header SMTP. Le SMTP, c'est un protocole qui est utilisé par les ordinateurs pour envoyer des mails. Nous, on a une jolie interface, mais derrière, c'est un protocole beaucoup plus austère qui est utilisé. Et dans les headers utilisés par SMTP, on retrouve l'expéditeur, le destinataire, le sujet, le corps du mail, etc. Et ça, c'est un header SMTP normal. On voit l'adresse email de destination qui est entre chevrons,
Et faire une injection de header SMTP, c'est réussir à ajouter dans notre adresse email un chevron pour pouvoir sortir du contexte du header et donc ensuite réinjecter d'autres headers. Exactement comme ça. Et la partie qui sera lue par les mailers, du coup, ce sera celle-ci entre chevrons et celle-ci sera ignorée. Ça, c'est possible si vous entrez une adresse mail qui ressemble à ça, par exemple. Mais malheureusement, on n'a pas le droit d'utiliser des chevrons dans une adresse email. Sauf que maintenant, on peut les encoder. C'est ce que va faire Gareth, il va encoder une adresse email complète avant le arrobase et ensuite injecter un chevron et un caractère nul. Pour ça, il décide d'utiliser une autre technique d'encodage que le base64 qui s'appelle du quoted printable, qui est noté Q dans le RFC 2047. C'est une technique d'encodage qui est super simple. Pour encoder un caractère, vous écrivez un égal, puis son code hexadécimal, et voilà. Ce caractère encodé donnera donc un arrobase, celui-ci un chevron fermant, et celui-là un caractère nul. Le caractère nul, au passage, j'en ai pas parlé, mais c'est une technique assez courante pour essayer de faire en sorte qu'un logiciel arrête de lire notre texte à cet endroit-là. C'est toujours une technique à tenter, des fois ça fonctionne. Et donc Gareth il teste d'enregistrer cette adresse email sur GitHub et ça fonctionne. Il reçoit le mail alors que son adresse mail finit en @microsoft.com. Fonctionnellement, pouvoir valider une adresse email qui ne nous appartient pas, c'est déjà un bug en soi. Mais pour pouvoir toucher une prime de bug bounty, il faut un petit peu plus. Il faut trouver un enjeu de sécurité. Et cet enjeu de sécurité, en fait, c'est son collègue James Kettle qui l'a trouvé. Et ça utilise Cloudflare. Cloudflare, c'est ceux qui font entre autres ce truc-là que vous connaissez certainement très bien. C'est pas la seule chose qu'ils font, et ils proposent notamment une option qui s'appelle Zero Trust et qui permet de protéger votre site web. Pour faire simple, Cloudflare se met entre l'utilisateur et votre site web et peut demander à l'utilisateur de se connecter avant de l'autoriser à aller sur votre site. Et si son adresse email n'est pas derrière un nom de domaine que vous avez autorisé, par exemple au hasard microsoft.com, eh bien il sera rejeté et ne pourra pas consulter votre site web. On pourrait se dire que le bug que Gareth a trouvé, il est sur GitHub et pas sur Cloudflare, et c'est vrai. Mais en réalité, GitHub propose à Cloudflare son IDP pour pouvoir se connecter via OAuth 2. On va éviter de rentrer dans les détails, mais en gros sur Cloudflare, vous avez le bouton se connecter avec GitHub, comme des fois on a se connecter avec Google. Et en faisant ça avec son compte GitHub de tout à l'heure, eh bien Cloudflare considère qu'il a une adresse email en @microsoft.com et une adresse email valide en plus de ça. C'est hyper malin. On pourrait se dire que c'est Cloudflare qui a le bug puisqu'il considère que l'adresse email est en @microsoft.com. Mais non, en fait l'adresse email elle est bien en @microsoft.com, regardez, elle termine par @microsoft.com. Le bug il est bien situé chez GitHub au moment de l'envoi du mail. Rappelez-vous, le mail il aurait dû être envoyé à Microsoft, mais de par l'injection de header SMTP qu'il a fait, le mail s'est retrouvé chez lui. Je trouve ça dingue qu'il ait trouvé un bug de cette ampleur-là juste en lisant la doc des adresses email. Vous imaginez le nombre de bugs qu'il doit y avoir et auxquels on n'a jamais pensé juste parce qu'on connaît pas la doc? En plus, c'est pas le seul site sur lequel il a pu exploiter ce fonctionnement, il a trouvé une vulnérabilité similaire sur Zendesk, sur GitLab et sur d'autres encore. Lisez son article, il est vraiment bien et perso je trouve qu'il a pas fait assez de bruit. En plus, il a mis à disposition un CTF pour que vous mettiez en pratique ce que vous apprenez dans son article, et ça c'est suffisamment rare pour le souligner. Et si jamais vous avez eu du mal avec ces notions d'encoding, j'ai fait une vidéo sur le fonctionnement d'Unicode et UTF-8 et c'est l'une de mes vidéos préférées de ma chaîne personnellement, donc n'hésitez pas à aller la voir après avoir laissé un petit like à cette vidéo et à vous être abonné à la chaîne. Et bien sûr, vous pouvez aussi partager la vidéo, c'est probablement ce qui fait le mieux fonctionner la chaîne, donc n'hésitez pas. Et c'est ainsi que la vidéo prit une toute autre tournure. N'hésitez pas à commenter dégustation de vin si c'est ce que vous voulez voir à présent sur la chaîne, j'hésiterai pas à ne pas vous écouter.